Salut les BT et les créatures, aujourd'hui je vais inaugurer une nouvelle série intitulée Le Bestiaire. Et pour commencer, ma passion depuis toujours est mon kin, le loup. Le loup gris, Canis lupus, qu'on appelle couramment simplement loup, est un grand carnivore de la famille des canidés, ancêtre du chien domestique. Il est connu pour sa grande intelligence, sa structure sociale complexe et sa remarquable capacité d'adaptation, ainsi que pour ses nombreuses légendes qui l'entourent. Sa répartition actuelle couvre la majorité de l'hémisphère nord avec quelques individus présents dans certaines régions de l'hémisphère sud. En France, il est surtout présent dans les Alpes et dans une moindre mesure dans le Massif central. Sa morphologie dépend de sa sous-espèce et de son habitat. Cela varie entre 1,10 m et 1,60 m de long, 40 à 60 cm au garrot pour un poids de 20 à 80 kg. Sa robe, c'est-à-dire son pelage, est épais et va du blanc pur au noir total, en passant par des touches variantes de brun, de gris, de crème, souvent bigarrées de brun, de gris, de fauve, de crème ou de blanc. Sa robe change aussi selon les saisons. Un corps élancé, un museau et des oreilles pointues, aux longues pattes et aux coussinets larges. Ses sens prédominants sont l'odorat et l'ouïe. Son odorat est 100 fois plus développé que celui de l'homme. Il peut sentir une proie jusqu'à 6 km dans le sens du vent et à terrain découvert. Leur ouïe peut entendre une proie à presque 10 km dans le calme. Leur morsure atteint 150 à 200 kg par cm². Ils peuvent sentir et entendre une proie sous la neige. Leur pelage est particulièrement adapté au froid avec un sous-poil isolant pour se tenir au chaud et un surpoil imperméable pour rester au sec. Les loups peuvent courir des pointes de 45 à 65 km/h, mais aussi tenir une endurance au pas de 150 à 200 km par jour. C'est notamment le cas des jeunes loups qui quittent une meute pour former la leur. Ils recherchent un lieu tranquille, idéal, avec un bon accès à la nourriture. Les loups vivent généralement en meute allant de 2 à une vingtaine d'individus, selon la région géographique et selon l'accès à la nourriture. La meute est créée et dirigée par un couple reproducteur qu'on appelait avant le couple alpha. Il s'agit des parents. Et à ce que chaque individu ne manque de rien. Ils dirigent, éduquent les enfants, partagent la nourriture dans laquelle ils se réservent les meilleurs morceaux. Les alphas marquent les limites de la meute par des marques olfactives. Les subordonnés sont les autres membres de la meute. Ce sont les enfants, les oncles, les tantes par exemple. Ou ce sont aussi des loups solitaires recueillis. L'alpha a souvent des marques plus prononcées sur le pelage, une odeur plus forte, un poids plus important. Mais ce n'est pas toujours le cas. Avant, on donnait des rangs, l'alpha, puis bêta, puis gamma, puis pour finir oméga. Aujourd'hui, cette manière est désuète. Néanmoins, il en reste qu'il y ait une hiérarchie avec un couple reproducteur, des subordonnés et parfois un souffre-douleur qu'on appelle oméga. Son rôle est très important, il sert à rediriger toutes les tensions vers lui et ainsi garantir une bonne cohésion de meute. Il est régulièrement protégé par l'alpha. Dans une meute, tous les adultes, sans exception, s'occupent des petits, vont à la chasse, ils font tout ce qu'il faut faire. L'allo-toilettage est important pour souder de bons liens sociaux. Les petits ont un passe-droit jusqu'à l'âge adulte. Les loups communiquent par odeur, glande anale, glande au niveau des pattes et au niveau des babines, urine. Gestuelle. Les gestuels des loups sont complexes et riches, mouvements et positions de la queue, des oreilles, de la tête, le regard, les positions du corps, des babines, des pattes, etc. Enfin, ils communiquent aussi par vocalise. On connaît les hurlements, d'intensité et de hauteur variables selon leur rang et l'ordre donné, mais aussi les couinements, gémissements, aboiements, glapissements, etc. Les hurlements servent à la fois d'alerte, mais aussi de cohésion de meute, reformer les rangs et se protéger des rivaux. Les loups font partie des animaux les plus intelligents sur Terre. On estime qu'ils sont capables de se reconnaître dans une glace, c'est-à-dire être conscients d'eux-mêmes, conscients de leur propre odeur, ce qui marche mieux qu'avec le visuel. Ils sont capables de coopération lors d'une tâche dans laquelle ils ne peuvent pas réaliser seuls. Capables de résoudre des casse-têtes que l'on pensait capables d'être réalisables que par les chimpanzés. En meute, ils se nourrissent de gros gibiers qu'ils chassent tous ensemble, par exemple les cerfs, les daims, les élans, les bisons pour les plus grosses meutes, les biches, les chevreuils, les sangliers pour les meutes moyennes, et en fonction des animaux les plus présents dans leur territoire.
Les loups seuls ou à deux vont préférer des animaux plus petits, plus faciles à chasser, comme les lapins, les petits mammifères ou même les animaux d'élevage. Souvent, on a observé dans les grandes meutes que les femelles coursent les animaux. La plupart des troupeaux, ce sont elles qui dirigent la chasse et qui apprennent aux petits à chasser grâce à des jeux. Les mâles se cachent et se mettent à l'affût et mettent à mort les proies. Les chasses ne sont pas toujours très fructueuses et il se peut qu'un loup doive attendre quelques jours, quelques semaines avant de se nourrir à nouveau. C'est pourquoi le partage de la nourriture est très important. Il ne reste généralement plus rien d'une carcasse après leur passage, si ce n'est les sabots. Ils peuvent manger occasionnellement quelques fruits. Leur rôle dans la nature est de réguler les grands herbivores, ce qui est très important pour le maintien de la biodiversité, en respectant la chaîne alimentaire. Sans les loups, il y aurait trop d'herbivores et donc pas assez de plantes, ce qui aurait un impact sur toute la faune et toute la flore. Ainsi, les loups sont la clé de voûte de toute la biodiversité. Ils nettoient également la nature des animaux blessés, malades et partagent leur festin avec les charognards, tels que les corbeaux, et régulent la population des mésoprédateurs comme les renards et les blaireaux. Les femelles sont fécondables une fois par an et se reproduisent habituellement autour du mois de février et mars. Ils sont matures autour de l'âge de 2 ans. Seuls les alphas se reproduisent, mais chacun de la meute s'occupe des petits. La gestation dure environ 2 mois et elle met bas dans une tanière de 3 à 6 petits, et tous ne survivent pas jusqu'à l'âge adulte. Les bébés naissent aveugles et sans poils. Ils restent près de leur mère pendant 1 mois. C'est à ce moment-là que le caractère des rejetons se forme. Les plus dominants poussent les autres à la tétée. Lorsque les petits sortent, ils retrouvent les membres de la meute et apprennent la discipline avec des adultes récompensent les petits avec de la nourriture ou de l'attention et ignorent les mauvais comportements. De cette façon, l'animal va apprendre ce qu'il doit et ne doit pas faire. Le loup est sevré à 2 mois et commence à manger de la nourriture solide régurgitée dans un premier temps. Vers 6 ou 7 mois, il commence à chasser et à défendre leur nourriture. À la fois admiré et craint, la relation avec l'homme est particulière. Animal incompris, il fut chassé et protégé au fil du temps. Le loup existe depuis au minimum 1 million d'années, soit bien avant l'homme. Ce dernier, en empiétant sur le territoire du canidé, a commencé sa relation avec l'animal. Les Amérindiens vénéraient le loup comme l'esprit de la nature. Le canidé est présent dans énormément de folklore et de mythologie, par exemple Fenrir, Geri et Freki dans la mythologie nordique ou encore Lycaon chez les Grecs. Les religions monothéistes n'ont pas une très bonne image du loup, souvent diabolisé. Il a alimenté des légendes telles que les loups-garous ou des contes comme le chaperon rouge, etc. Les loups ont été exterminés en France entre le XVIIIe et XXe siècle, accusés de propager la rage et de se nourrir d'animaux domestiques, voire même des enfants, tels que le loup du Gévaudan. Bien sûr, tout n'était pas vrai. Par exemple, les loups n'attaquent jamais les humains, sauf en cas extraordinaire comme des loups malades, acculés ou des tanières dérangées. On estime que seulement une dizaine d'attaques de loups sur les humains en 30 ans, ce qui est statistiquement très faible. Les loups se rapprochent très peu des habitations humaines. En 1992, quelques loups venus d'Italie ont passé naturellement la frontière et se sont installés dans le Mercantour, en Alpes-Maritimes. Les loups n'ont pas été réintroduits, ils sont revenus naturellement. Ceci grâce à la préservation des espèces au moyen d'instauration de réserves naturelles en Europe et de diverses conventions de protection des espèces en danger. Outre la religion qui voyait le loup comme un messager du diable, les loups sont moins dangereux que les chiens, qui étaient bien souvent les responsables d'attaques sur humains ou sur du bétail. L'agriculture a énormément réduit l'habitat naturel du loup, et il le réduit toujours. La chasse qui réduit le nombre de proies accessibles aux loups et l'élevage sont encore des menaces pour le canidé, ainsi que la concurrence avec d'autres carnivores. Les chasseurs et les éleveurs voient d'un mauvais œil le loup, alors qu'il existe des moyens de cohabitation efficaces sans tuer le moindre loup. Par exemple, des clôtures hautes et solides, ainsi que des chiens qui suffisent à éloigner les loups d'un troupeau. Ces manières ne sont pas plus onéreuses que ceux qui sont déjà mis en place. Il s'agit juste d'une question de mentalité et de politique. De même, le virus de la rage étant éteint en France, il n'est plus question de craindre ceci. Une des excuses de chasseurs est qu'il n'y a pas assez de place en France. Ce qui est faux.
Les loups savent s'autoréguler selon l'accès à la nourriture et à la concurrence sur leur territoire avec d'autres meutes. Et les montagnes sont suffisamment grandes, ont suffisamment d'espace naturel pour accueillir des animaux. Réduire les quotas de chasse en conséquence permet de garder une partie des proies sauvages aux loups et réduire la concurrence et les attaques sur les troupes. Le tir létal sur les loups est un non-sens, c'est un massacre, c'est cruel. Surtout sur des animaux aussi intelligents, ça revient à tuer des gens. Aujourd'hui, il existe à peu près 1000 loups en France et plusieurs centaines sont tués chaque année, ce qui est énorme. Pour rappel, il s'agit d'un animal qui est protégé par la Convention de Berne et la Directive des habitats de 1972. Une espèce est viable à partir de 3000 à 5000 individus. Sans ça, il y a des risques d'hybridation, de consanguinité, car le brassage génétique n'est pas assez important. Les meutes reproductives sont confinées aux Alpes. Même si on retrouve des loups jusqu'en Bretagne, ce ne sont que des loups solitaires. Cela ne veut pas dire que l'espèce colonise comme on entend beaucoup dans les médias, bien au contraire. On entend beaucoup de conneries dans les médias, en particulier sur les attaques de loups sur des troupeaux d'ovins. Mais tuer un loup ne réduit pas les attaques de prédation sur les troupeaux d'élevage, bien au contraire ça les augmente. La raison est que de tuer un loup casse la cohésion de la meute et crée davantage de loups divagants, loups solitaires qui n'ont pas d'autre choix que de s'attaquer à des proies faciles et mal protégées comme le bétail. De nombreux éthologues, zoologues, associations de protection de la nature ainsi que le CNPN et le MNHN, Muséum national d'histoire naturelle, tente de faire entendre raison au gouvernement. Sa mauvaise gestion du loup fait faire interdire le tir létal. Gouvernement qui préfère écouter les éleveurs et les chasseurs plutôt que des scientifiques dont c'est le métier. Même la Commission européenne et l'OBF ne sont pas toujours d'accord avec les plans loups actuellement en place, qui relèvent juste d'un clientélisme et d'un semblant qu'un accord, sans oublier que beaucoup d'attaques sont des attaques de chiens imputées aux loups, ou même des arnaques pour toucher les indemnités dues aux bêtes perdues et alimenter la haine. Même la religion le disait, protégez vos moutons et vos brebis contre le danger des ténèbres, ce qui veut dire, à savoir, toujours garder un œil sur les animaux domestiques et les ranger à l'intérieur la nuit. Bref, n'oublions pas que nous sommes chez eux et qu'ils ne sont pas chez nous. Si vous voulez protéger les loups et que vous les appréciez, n'hésitez pas à vous renseigner sur le dispositif Cap-Loup et à soutenir des associations telles que Ferus ou l'Aspas. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker, et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures.